Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je passe avant le camion dans le giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme vous le savez, quand on s'insère dans un carrefour à sens giratoire, on doit on doit céder le passage aux véhicules qui viennent de gauche avant de s'insérer. Alors, attention, quand on dit de céder le passage aux véhicules venant de gauche, c'est exclusivement s'il y a des voitures dans cette zone, dans le carrefour à sens giratoire. Si par exemple, il y a des véhicules dans cette zone ou dans cette zone, vous n'avez pas à leur céder le passage. Ici, le camion est bien dans la zone où il faudra lui céder le passage. Donc ici, je vais devoir passer après le camion. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 2. Cette molette permet de régler la hauteur des feux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le réglage dépend du chargement du véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, question très intéressante. Alors, effectivement, cette molette que tu vois permet effectivement de régler la hauteur des feux. Bon, bah, c'est une molette avec en général 4 crans. Mais parfois, sur certains modèles de voitures, il peut y en avoir 3. Comme tu le vois ici, c'est une molette que tu tournes, d'accord, avec des crans, et qui se situe en général à côté du volant. Alors là, tu vas me dire, mais pourquoi régler les feux d'un véhicule ? Bah, tout simplement parce que la hauteur de tes feux dépendra du chargement du véhicule. Prenons un petit exemple, et c'est un exemple grossier, hein, et j'ai fait exprès de prendre un exemple grossier pour que vous puissiez comprendre. On prend par exemple un véhicule. Un véhicule qui n'est pas chargé. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, les feux sont bien réglés et les feux pointent vers la route. Ça, c'est des feux bien réglés. Par contre, si on commence à charger le véhicule, regardez ce qui va se passer. Si on commence à charger le véhicule, soit des personnes, soit des valises, peu importe le chargement, ben la voiture, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se lever. Ça va créer ce qu'on appelle un moment. La voiture va se lever. Et donc, si elle se lève, ben, les feux vont pointer vers le haut. Les feux ne vont plus éclairer la route. Donc, ils seront mal réglés. Donc, cette molette, en fait, va te permettre de rabattre les feux pour qu'ils puissent pointer vers la route. Tout simplement. Donc, selon la quantité de chargement, bah, tu régleras la molette à 1, à 2, ou à 3, ou à 4. Voilà. Donc, pour répondre à la question, est-ce que cette molette permet de régler la hauteur des feux ? Bah, oui. Le réglage dépend-il du chargement du véhicule ? Bah, oui, également. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 3. Pour aller à Lausanne, je vais prendre l'autoroute 41. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu vois, ces panneaux que tu vois, ils ont un nom bien spécifique. C'est ce qu'on appelle des panneaux de
position. Alors, juste pour mémoire, un panneau de position appartient au groupe des panneaux de direction. Les panneaux de direction appartiennent eux-mêmes au groupe des panneaux d'indication. Alors, en général, ces panneaux de position, avant ces panneaux, quelques kilomètres avant ces panneaux de position, tu as ce qu'on appelle des panneaux d'affectation. Et avant ces panneaux d'affectation, en général, tu as ce qu'on appelle des panneaux de bifurcation. Alors, pourquoi je vous dis tout ça ? Tout simplement parce que j'ai énormément d'élèves et je me rends compte que vos panneaux, vous les connaissez, mais de manière vraiment très approximative. En fait, vous les connaissez très très mal. C'est vraiment pas très clair dans votre tête. C'est très important. Pourquoi je précise ça ? C'est que, vous voyez, le code de la route, si vous le connaissez de manière approximative, alors vous réussirez l'examen de manière approximative. Il n'y a pas de secret. Donc, je vous incite réellement à vous former véritablement et d'être précis. Par exemple, de savoir quel type de panneau vous avez en face de vous. C'est très important. Donc, vous voyez par exemple, au-dessus de ces panneaux, on a ce qu'on appelle des cartouches. Et ces cartouches-là permettent en fait d'identifier la route. Donc, ils sont différenciés via des couleurs, des lettres et des numéros. Par exemple, les cartouches d'autoroute vont commencer avec un A. A pour autoroute. Et ensuite, le numéro, par exemple ici, 75, A75, c'est l'autoroute 75. Pour les routes nationales, c'est la même chose. N pour nationale, et ensuite, le numéro de la route nationale. Pour la départementale, pareil, ça commence par un D, et juste après, vous avez le numéro de la route départementale. Le M pour les routes métropolitaines. Le C, les routes communales. Le E, les itinéraires européens. Le R pour les chemins ruraux. Le F pour les chemins forestiers. Donc ici, comme vous le voyez, pour aller à Lausanne, juste au-dessus, on a le cartouche A41. Donc, on va prendre l'autoroute A41 pour aller à Lausanne. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 4. Ce panneau indique un passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le panneau de danger qui indique un passage piéton, c'est celui-ci. Alors que le panneau qu'il y a sur la photo, c'est celui-ci. Et ce panneau-là indique un endroit fréquenté par des enfants. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 5. Je roule à 90 km/h. Ma distance d'arrêt est de réponse A, 81 mètres. Réponse B, 49 mètres. Réponse C, 30 mètres. Réponse D, 45 mètres. Alors, déjà, qu'est-ce qu'une distance d'arrêt ? La distance d'arrêt, c'est la distance que tu parcours du moment où tu perçois un danger jusqu'au moment où le véhicule est totalement à l'arrêt. Donc, la distance d'arrêt comprend donc deux distances. La première, c'est la distance parcourue durant le temps de réaction. Alors,
qu'est-ce que la distance parcourue durant le temps de réaction? C'est la distance que je mets entre le moment où je perçois un danger et le moment où j'effectue une action. Par exemple, freiner. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la distance parcourue pendant le temps de réaction. Ensuite, la distance d'arrêt est également constituée de la distance de freinage, c'est-à-dire la distance que tu vas effectuer entre le moment où tu appuies sur le frein et le moment où tu t'arrêtes complètement. Alors, maintenant que vous connaissez la distance d'arrêt, comment je fais pour calculer la distance d'arrêt? Alors là, c'est aussi très simple, c'est une question de cours simple. Alors, ici on roule à 90 km/h. Ce que je fais pour calculer la distance d'arrêt, je prends le chiffre des dizaines. Donc ici, le chiffre des dizaines, c'est 9. Et je le multiplie par lui-même, ce qui me donne 81. Donc ici, à 90 km/h, ma distance d'arrêt est de 81 mètres. La bonne réponse est donc la réponse A. Question numéro 6. La distance de freinage d'un tramway est plus grande que celle d'une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comme le montre ce document que je vous mets à disposition, oui, effectivement, plus un véhicule sera lourd, plus il aura du mal à freiner. Donc, étant donné que le tramway est beaucoup plus lourd qu'une voiture, le tramway aura une distance de freinage beaucoup plus longue que celle d'une voiture. Donc, la bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 7. Je ne me suis pas arrêté à un contrôle de police. J'ai donc commis, réponse A, un délit de fuite, réponse B, un refus d'obtempérer. Alors faites très attention à cette question parce qu'elle est très fréquente dans les examens du code de la route. Alors, c'est quoi la différence entre un délit de fuite et un refus d'obtempérer? Un délit de fuite, c'est lorsque vous faites un accident et que vous ne vous arrêtez pas pour réaliser un constat, par exemple, ou pour aider une victime. Un refus d'obtempérer, c'est différent. Un refus d'obtempérer, c'est lorsque vous refusez d'obéir à un ordre légal d'un agent de police. Donc, ici, si je ne me suis pas arrêté à un contrôle de police, j'ai commis un refus d'obtempérer. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 8. Je suis responsable si un cycliste percute ma portière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, lorsque vous êtes à l'arrêt ou en stationnement et que vous ouvrez votre portière, ou qu'un usager dans votre véhicule ouvre sa portière, vous êtes tenu d'assurer la sécurité des autres usagers de la route avant de l'ouvrir. Si vous l'ouvrez et que vous causez un accident, que ce soit un accident avec dommages matériels ou corporels, vous serez tenu responsable dans la majorité des cas. Donc ici, est-ce que je suis responsable si un cycliste percute ma portière?
La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Dans cette situation, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'engage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors là, on est dans une situation, on est sur une rue à double sens. Donc on voit une voiture blanche en feu de détresse et derrière une Twingo qui la dépasse. Alors je sais, vous allez me dire, mais la Twingo n'a pas le droit de dépasser la voiture blanche en détresse parce que c'est une rue à double sens et que moi je suis dans l'autre sens et que c'est une situation dangereuse. Oui, c'est vrai, mais c'est des situations qui se passent en situation réelle. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Surtout, on ne klaxonne pas. Pourquoi? Parce que on est en agglomération et qu'il est interdit de klaxonner en agglomération, sauf danger imminent. Sauf danger imminent. Et ici, c'est pas un danger imminent, parce qu'on peut tout simplement s'arrêter, laisser passer la voiture qui dépasse, et ensuite reprendre son chemin. Donc ici, bien sûr, je ne m'engage pas, je laisse la voiture dépasser la voiture en feu de détresse, et ensuite, je continuerai mon chemin. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 10. Je klaxonne le piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, je pense que maintenant, tu le sais, en agglomération, il est strictement interdit de klaxonner, sauf danger immédiat. Ici, il n'y a pas de danger immédiat. Le piéton est assez loin. Donc, est-ce que je ralentis? Oui, ici, je ralentis et je laisse passer le piéton. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 11. Je peux dépasser le véhicule gris. Réponse A, s'il roule lentement. Réponse B, dans tous les cas. Réponse C, s'il roule à allure normale. Alors, tu remarqueras que ici, il y a une ligne discontinue. Cette ligne-là, on appelle ça une ligne de dissuasion. Donc, c'est une ligne qui te dissuade de la franchir. Il est interdit de franchir une ligne de dissuasion. Par contre, il existe deux exceptions. La première, c'est de dépasser un véhicule lent. La deuxième, c'est de se rabattre après avoir dépassé un véhicule lent. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. En attendant les secours, réponse A, je retire le casque. Réponse B, je le couvre. Réponse C, je le déplace sur le trottoir. Alors, à savoir, ne jamais retirer le casque d'un motard qui vient d'être accidenté. Ne jamais également déplacer une personne qui est inconsciente, sauf risque de suraccident. Donc
Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on le couvre. La bonne réponse est la réponse B. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 13. Le bus tourne sur ma rue. Il risque d'empiéter sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a affaire à un poids lourd. De par leur grande dimension, ils ont un rayon de braquage bien plus grand que celui d'une voiture. Donc, effectivement, ils risquent d'empiéter sur ma voie. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 14. Lors de mon installation, je dois régler dans l'ordre. Réponse A, le siège, le rétroviseur, puis la ceinture. Réponse B, le rétroviseur, le siège, puis la ceinture. Alors, lors de ton installation, tu devras tout d'abord régler ton siège, ensuite tes rétroviseurs, intérieur-extérieur, et enfin ta ceinture. La bonne réponse ici est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessibles sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 15. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez, on va se remettre la vidéo, on comprendra un peu mieux. Alors, si vous regardez bien, donc là, on est sur autoroute. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre une sortie. Et regardez, juste là, on a un panneau 90 et là, un panneau 70. Seulement, lorsqu'on regarde notre compteur, là, on voit qu'on est, on est à 102 km/h. Donc, on est 30 km/h au-dessus de la vitesse maximum autorisée sur la voie de décélération pour prendre la sortie. Donc là, effectivement, je ralentis fortement. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 16.
Téléphoner au volant avec un système intégré et sans risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tout d'abord, vous devez savoir que téléphoner avec un système intégré est autorisé. Ce n'est pas interdit. Cependant, ça va augmenter donc les risques d'accident. Par exemple, on sait que utiliser son téléphone au volant va multiplier par 3 la probabilité de survenue d'un accident. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 17. Je suis sur une voie de circulation partagée. A. Je peux aller tout droit. B. Je peux aller à gauche. C. Je peux aller à droite. Alors, une zone de circulation partagée, c'est justement une zone où, ici par exemple, les tramways peuvent circuler avec les véhicules motorisés. Alors, ici, est-ce qu'on peut aller tout droit ? Écoutez, il n'y a aucune signalisation qui nous empêche d'aller tout droit, donc on peut aller tout droit. Est-ce qu'on peut aller à droite ? Comme vous le voyez, il y a un panneau d'interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection. Donc, je ne pourrai pas tourner à droite à la prochaine intersection. Alors, est-ce que je peux tourner à gauche ? Alors, bien sûr, je peux également tourner à gauche si je le souhaite. Cependant, il faudra veiller à laisser passer d'abord le tramway, parce que dans cette zone de partage, le tramway est prioritaire. Donc, il faudra laisser passer le tramway, puis ensuite tourner à gauche. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 18. Ce tableau de bord montre un véhicule. Réponse A, dont le réservoir est vide. Réponse B, équipé de l'ESP. Réponse C, équipé de l'ABS. Alors, déjà, première chose, on peut voir que le tableau de bord montre un véhicule dont le réservoir est plein, comme tu peux le voir. Quasiment plein, en tout cas. Le tableau de bord montre aussi que ce véhicule est équipé de l'ABS et qu'il est équipé de l'ESP. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 19. Distance de sécurité est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me rabats dès que possible. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ça, on l'a vu plusieurs fois. Alors, la distance de sécurité, qu'on soit sur route ou autoroute, elle est toujours égale à 2 lignes de rive. Donc ici, si vous remarquez, on les a pas les 2 lignes de rive avec le camion qui nous fait face, enfin, qui est en face de nous. Donc ici, clairement, on n'a pas les deux lignes de rive. Donc ma distance de sécurité est insuffisante. Étant donné que ma distance de sécurité est insuffisante,
Je me rabats dès que possible. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 20. J'actionne le clignotant droit maintenant pour prendre la première sortie à droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Pour prendre la deuxième sortie en face. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, il faut que tu saches que lorsque tu prends un carrefour à sens giratoire, il y a des procédures à respecter. Et notamment, 4 grandes procédures. La procédure pour tourner à droite, la procédure pour aller tout droit, la procédure pour aller à gauche, et la procédure pour faire demi-tour. Alors, dans cette question, on parle donc de la procédure pour sortir à droite, et la procédure pour sortir en face. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir ces deux procédures. Alors, concernant la procédure pour prendre la première sortie ou pour tourner à droite. Alors, déjà, je me mets dans la voie de droite avec mon clignotant droit enclenché. Comme je m'engage dans un carrefour à sens giratoire, je dois laisser la priorité aux véhicules venant de gauche, dans cette portion du rond-point. S'il n'y a personne, je m'engage sur le sens giratoire dans la voie de droite. Une fois arrivé au niveau de la sortie, je fais 2 contrôles. Le contrôle tout d'abord à gauche, c'est-à-dire rétro-gauche, angle mort, gauche, pour voir si personne vient couper ma trajectoire. Et le contrôle droit, rétro, droit, angle mort, droit, pour voir s'il n'y a pas un cycliste sur la voie réservée au vélo. S'il n'y a personne, je m'engage dans la sortie. Maintenant, concernant la procédure pour aller tout droit ou en face. Alors là, on s'engage dans la voie de droite. Mais cette fois-ci, on n'a pas besoin de mettre le clignotant, étant donné qu'on va tout droit. Alors, bien sûr, comme on s'engage dans un carrefour à sens giratoire, on laisse la priorité aux véhicules venant de gauche sur cette portion-là du carrefour. S'il n'y a personne, on s'engage dans la voie de droite du carrefour à sens giratoire. Arrivé à cette portion du rond-point, j'enclenche mon clignotant droit. Et arrivé à la sortie, je fais aussi 2 contrôles. D'abord, contrôle gauche, c'est-à-dire rétro-gauche, angle mort gauche, pour voir s'il n'y a pas un véhicule qui vient couper la trajectoire. Et ensuite, contrôle droit, c'est-à-dire rétro-droit plus angle mort droit, pour voir s'il n'y a pas un vélo sur la voie réservée. S'il n'y a personne, on s'engage dans la sortie. Donc ici, pour répondre à la question, est-ce que j'actionne mon clignotant droit pour prendre la première sortie à droite? Eh bien, la bonne réponse, ici, est la réponse A. Pour prendre la deuxième sortie en face, la bonne réponse est la réponse D. Question numéro 21. Dans cette aire de repos se trouvera, réponse A, un débit de boissons, réponse B, un hôtel, réponse C, un restaurant, réponse D, un camping pour caravane. Alors, comme le montre la signalisation, dans cette aire de repos, on trouvera quoi? On trouvera un débit de boisson, on trouvera un hôtel, on trouvera un restaurant. Par contre, aucun panneau de service concernant un camping pour caravane. Les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et C. Question numéro 22. Je suis témoin ou acteur
d'un accident avec dommages corporels. Dans l'ordre, je dois. Réponse A. Protéger, alerter, secourir. Réponse B. Secourir, alerter, protéger. Alors ça, c'est une question récurrente lors de l'examen du code de la route. Sûrement que vous allez tomber dessus lorsque vous allez passer votre examen. Lorsque vous êtes témoin ou acteur d'un accident avec dommages corporels, vous devez tout d'abord protéger, ensuite alerter et en dernier lieu secourir. C'est ce qu'on appelle le pas. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 23. Pour stationner en pente, il est préférable A. D'enclencher la première vitesse, B. De garder les roues droites, C. De tirer fortement le frein à main. Alors, lorsque vous stationnez donc en pente, il faudra donc bien sûr enclencher la première vitesse, tourner les roues du côté trottoir et de tirer fortement le frein à main. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 24. L'utilisation du téléphone au volant multiplie par 3 le risque d'accident. Oui, réponse A, non, réponse B. Constitue une infraction. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, comme le montre ce document, donc l'utilisation du téléphone au volant multiplie par 3 le taux d'accidentologie. Également, l'utilisation du téléphone au volant constitue une infraction, donc une contravention de 4e classe, c'est-à-dire 135 € d'amende et 3 points en moins. Alors, à savoir que si vous commettez cette infraction en concomitance avec une autre infraction, ça peut être, je sais pas moi, le non-respect des distances de sécurité, eh ben la police peut vous suspendre votre permis. Voilà. Ça c'est bon à savoir. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 25. Le véhicule rouge souhaite tourner dans la rue indiquée par la flèche verte. Il doit allumer ses clignotants dans la zone. Réponse A, zone A. Réponse B, zone B. Alors, ici, le véhicule A est dans la zone A au début. S'il met son clignotant dans la zone A, ce qui va se passer, ce qui peut se passer, c'est que l'autre véhicule peut mal interpréter l'intention du véhicule rouge et croire que le véhicule rouge veut tourner dans la rue où il est. Et donc s'engager sur la route principale et créer un accident. Alors que si le véhicule rouge met son clignotant dans la zone B,
Là, il n'y a plus d'incompréhension. Il met son clignotant dans la zone B et il tourne à la prochaine intersection. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 26. Le dépistage de stupéfiants par un agent de police est obligatoire après un accident. Réponse A, corporel. Réponse B, mortel. Réponse C, matériel. Réponse D, quelconque. Alors, les agents de police sont dans l'obligation de réaliser un dépistage de stupéfiants, mais également un dépistage d'alcoolémie après un accident ayant causé des dommages corporels et mortels. Ils sont pas dans l'obligation de le faire lorsqu'il y a un accident qui a causé des dégâts matériels ou un accident quelconque. Sachez également que le dépistage de stupéfiants et d'alcoolémie peut être réalisé par un agent de police sans aucune raison. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Je vous incite fortement à vous former, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Par exemple, le fait de repayer pour repasser votre code pour à peine quelques points de raté. Donc pour ça, je vous conseille vraiment de vous former. Alors c'est bien de faire des exercices, c'est bien de faire des tests, des examens blancs, mais d'abord, il faut connaître son cours. Donc nous, on a mis en place une plateforme pédagogique pour tous les budgets et pour tous les besoins. Donc vous avez donc la plus petite formule qu'on appelle la formule basique à 9,90 € par semaine. Celle-ci, elle est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui veulent une remise à niveau pendant une semaine. Ensuite, vous avez la formule standard qui, elle, est valable pendant 1 an en illimité. Elle est à 19,90 €. Elle est valable 1 an en illimité. Cette formule, elle est réservée plutôt aux personnes qui n'ont jamais passé le code. Donc, à l'intérieur de la formule, tu auras tous les cours pédagogiques par thème, tous les exercices d'entraînement par thème, 30 examens officiels avec plus de 1200 questions commentées et corrections détaillées, toutes les fiches pédagogiques. Tu auras aussi droit à un suivi personnalisé pour voir ta progression et une équipe qui sera là pour répondre à tes questions. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont jamais passé le code. Ensuite, vous avez pour ceux qui veulent obtenir leur code rapidement, vous avez la formule Mon code en 10 jours qui vous permet de passer votre code en 10 jours. Alors, cette formule-là, elle est spécifique. Elle a des modules pédagogiques spécifiques, accélérés, des fiches mémotechniques, des cours condensés avec l'essentiel, des exercices pédagogiques d'entraînement et un calendrier d'apprentissage personnalisé. Bien sûr, tu auras le droit à tous les cours pédagogiques aussi, toutes les fiches pédagogiques, tous les examens officiels, les 1200 questions commentées et détaillées. Et tu auras aussi un suivi personnalisé. Donc cette formation, elle est aussi valable pendant 1 an en illimité. Et en plus, elle est remboursée à 100% si tu échoues ton code. Donc tu auras juste à envoyer la preuve de ton échec et tu seras automatiquement remboursé. Ensuite, on a une dernière formule. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui viennent d'arriver en France et qui aimeraient avoir des informations sur le passage du code et le passage du permis. Par exemple, les différents types de permis qui existent. Le permis normal, le permis accompagné, le permis encadré, le permis supervisé. Et aussi, si tu veux savoir comment tu peux te faire financer ton permis de conduire. Tous les organismes de financement qui peuvent financer soit à 100%, soit de manière partielle, ton permis. Bon, ça c'est réservé aux personnes qui viennent d'arriver en France et qui veulent avoir leur code. Donc voilà, on a voulu que ce soit une plateforme pour que tout le monde puisse se former au code de la route. Donc il y en a pour tous les budgets et surtout il y en a pour tous les besoins parce que chaque personne a des besoins différents. Donc je vous incite vraiment à aller dans la formation. Alors pour y aller c'est très simple. Dans chaque vidéo, vous voyez, vous allez dans description et il y a un lien vraiment en début de description. Donc il y a
un lien, tu cliques dessus, hein, tu cliques sur le lien, oui, tu vois, il y a marqué plateforme de formation en ligne, tu cliques sur le lien, ce lien te ramène directement sur le site internet, et là, tu cliques sur la formule qui te correspond. Ensuite, il te reste plus qu'à souscrire à la formation, et tu auras accès directement donc à ton espace élève, à toute la plateforme pédagogique. Question numéro 27. Je suis en probatoire. La vitesse maximale autorisée est de A. 100 km/h, B. 80 km/h, C. 90 km/h, D. 110 km/h. Ici, je suis sur une route à chaussée séparée. La vitesse maximale autorisée lorsqu'on est en probatoire est de 100 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Prends quelques secondes pour t'abonner et activer toutes les notifications. Comme ça, tu seras averti des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 28. La signalisation indique une bifurcation d'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si vous regardez bien la signalisation, on a ce panneau qui signifie une bifurcation, tout simplement. Et puis, si vous regardez les panneaux d'affectation en hauteur, ben, vous voyez bien qu'à 1000 mètres, on a le choix entre aller à Strasbourg ou aller à Turin. Donc, soit à prendre la A43 ou la A432. Donc, on a bien une bifurcation. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 29. Le covoiturage permet de réduire les frais de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors bon, là, la réponse a été évidente. Effectivement, lorsqu'on est plusieurs dans une voiture à payer le carburant, alors ça réduit les frais de carburant pour chaque personne. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 30. L'ESP permet A. de corriger la trajectoire, B. de stabiliser le véhicule, C. de se garer. Alors, l'ESP, c'est une aide active à la conduite, en opposition avec les aides passives à la conduite. Je vous en réfère au cours de la formation. Donc l'ESP, en fait, ça permet de corriger la trajectoire du véhicule automatiquement et donc de stabiliser le véhicule. Hein. À ne pas confondre avec le parc assist et avec toutes les autres aides à la conduite. Le parc assist, lui, oui, il va vous aider à vous garer. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 31. La quantité d'alcool dans un verre de vin est la même que dans un verre de vodka. Oui, réponse A, non, réponse B. Pour un probatoire, l'alcoolémie maximale autorisée est de réponse C, 0,2 g par litre de sang. Réponse D, 0,1 mg par litre d'air expiré.
Alors comme tu le vois sur cette image que tu retrouveras dans la formation, les verres d'alcool sont différents selon la nature de l'alcool. Tu vois bien par exemple qu'un verre de bière est beaucoup plus grand qu'un verre de vin. Un verre de bière, c'est 25 centilitres, un verre de vin, c'est 10 centilitres. Par conséquent, en fait, il y a exactement la même quantité d'alcool dans un verre de vin que dans un verre de bière. Et cette quantité est de 10 grammes d'alcool par verre. C'est ce qu'on appelle des verres standardisés. Ensuite, pour la deuxième partie de la question. Pour un probatoire, l'alcoolémie maximale autorisée est de 0,2 g par litre de sang, qui équivaut à 0,1 mg par litre d'air. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A, C et D. Question numéro 32. Ce véhicule est stationné sur une intersection. Il est en infraction. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, il faut que tu saches qu'il est strictement interdit de se garer devant une intersection. C'est ce qu'on appelle un stationnement dangereux. Donc ça, c'est une infraction qui est sanctionnée par une amende de 135 € et 3 points sur le permis de conduire. C'est la plus haute infraction de stationnement que tu puisses faire. Donc ici, ce véhicule est stationné sur une intersection, il est en infraction. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 33. Je souhaite dépasser ce camion. Pour avoir une meilleure visibilité, je me décale légèrement à gauche tout en restant sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on va voir ça directement sur une animation. Alors, là, vous voyez bien, on est sur notre voie, mais à droite. Et vous voyez bien, en fait, qu'on a un manque de visibilité sur ce qui se passe devant. On a en fait un champ visuel qui est réduit, notamment par la présence du camion. Si on se décale un tout petit peu à gauche, sans bien sûr empiéter sur l'autre voie, on reste sur sa voie, eh ben, ça va améliorer notre visibilité et on va pouvoir voir plus loin. Donc, effectivement, dans ce contexte-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va se décaler légèrement à gauche, avoir une bonne visibilité pour pouvoir dépasser ce camion. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 34. À droite, s'arrêter pour déposer une personne est réponse A, autorisé, réponse B, interdit, réponse C, toléré. Alors, il est strictement interdit de s'arrêter et de stationner sur un arrêt de bus ou même sur une voie de bus tout simplement. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 35. Lors de cette descente, je mets le point mort pour économiser du carburant. Oui, réponse A, non, réponse B.
Alors bien sûr, tu seras souvent tenté de te mettre en point mort lors des descentes pour pouvoir économiser du carburant. Surtout vu le prix du carburant aujourd'hui. Cependant, c'est un interdit et deux dangereux. Parce que quand tu es au point mort, t'as plus aucun contrôle sur la voiture en termes de puissance. Donc ici, effectivement, lors d'une descente, je ne me mets pas au point mort. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 36. Cet élément se nomme réponse A, une commande, réponse B, un commodo. Sur celui-ci, le symbole des feux de brouillard avant sont dirigés vers réponse C, la gauche, réponse D, la droite. Alors, important à savoir, ce type d'élément qu'il y a sur le volant, ça s'appelle un commodo. Donc, sur le symbole des feux de brouillard avant, les feux sont dirigés vers la gauche. Sur le symbole des feux de brouillard arrière, les feux sont dirigés vers la droite. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 37. La prochaine aire de repos comportera une aire de pique-nique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après cette aire de repos, la prochaine aire de pique-nique sera dans 17 km. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, question très intéressante parce que ça va nous permettre de voir plein de choses. On va essayer de faire rapide. Ici, vous voyez, le panneau du dessus indique qu'on a une aire de Chantecoq. Juste en dessous, on a un panneau qui dit 300 mètres. Donc, l'aire de Chantecoq est dans 300 mètres. Et juste en dessous, on a des panneaux d'indication de service. Par exemple, le panneau avec le P indique un emplacement de parking. Le panneau avec le sapin indique une aire de pique-nique. Et le panneau avec des enfants indique des jeux pour enfants. Et juste en dessous, on a des distances. Donc 17 km pour le panneau de parking et 17 km pour le panneau de pique-nique. Vous devez savoir, et ça on l'a vu à plusieurs reprises, que il y a un ordre de préséance dans les panneaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le panneau du bas dépend du panneau du haut, tout simplement. Donc ici, qu'est-ce que ça nous dit donc ? Ça nous dit que effectivement, dans l'aire de Chantecoq, la prochaine, il y aura bien donc un emplacement de parking, il y aura une aire de pique-nique et il y aura des jeux pour enfants. Par contre, juste en dessous, on nous précise que dans 17 km, il y aura un emplacement de parking également, et il y aura également une aire de pique-nique. Par contre, dans 17 km, il n'y aura pas de jeux pour enfants. Il n'y en aura pas. En gros, qu'est-ce qu'il nous dit ce panneau ? Il nous dit que si vous voulez faire jouer vos enfants, c'est maintenant. Parce que sinon, ce sera dans 17 km. C'est ça en fait qui veut dire le panneau. Donc, ici, pour répondre à la question, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part. D'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est
est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire que il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement la formule à mon code en 10 jours pour passer son code en 10 jours qui est à 39,90 € par an en illimité, et en plus si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 38. Lors d'un choc à 50 km/h, les chances de survie sont de A. 50%, B. 20%, C. 70%, D. 90%. À 30 km/h, vos chances de survie sont de 90%. À 50 km/h, elles sont de 20%. Et au-delà de 60 km/h, elles sont quasi nulles. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 39. Le manque de sommeil peut provoquer des accidents. Oui, réponse A, non, réponse B. Bien sûr, question facile, le manque de sommeil va diminuer votre vigilance et donc va être à l'origine d'ailleurs de nombreux accidents. Donc la bonne réponse ici sera la réponse A. Question numéro 40.
La signalisation indique A. Un virage dangereux. B. Un obstacle dangereux. C. Une intersection. Alors, on a vu ça à plusieurs reprises, que ce soit dans les vidéos YouTube ou dans l'information. Donc ici, en fait, c'est une question assez simple. Si vous vous trompez à cette question, c'est que vous ne connaissez pas vos panneaux, vos balises. Donc ici, on a le petit poteau bleu avec des bandes blanches. Donc ça, c'est une balise qui indique un obstacle. Ensuite, un peu plus loin, on a une autre balise blanche avec une tranche rouge. Bah, cette balise-là, elle indique une intersection. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.